17h sur l'ensemble du territoire national. Vous suivez toujours RFM Matin. Vous ne saurez faire meilleur choix. Nous sommes avec Ismaël Camara. Bonjour. Bonjour Lisa. Passons au titre. Mort d'un Sénégalais à Abidjan, il était dans une prison de Trècheville, un quartier populaire de la capitale ivoirienne. Les autorités sénégalaises réclament justice. Ça a chauffé hier à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Une bataille rangée a opposé des supporters d'une ASC aux forces de l'ordre. Les premiers accusent la police d'avoir blessé l'entraîneur de leur équipe. La circulation et le contrôle des armes blanches au Sénégal. Le sujet est passé au crible dans le focus du jour. La raison, la recrudescence des meurtres à l'arme blanche ces dernières semaines. Le Front patriotique compte braver l'interdiction préfectorale. Le PDS et ses alliés vont battre le macadam ce mercredi. À suivre toujours dans ce 7h à la page des sports. Ce matin, nous sommes avec Chartidiane Dieng. Le dossier économie signé Lamine Ba et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba mettra un terme à ce 7h. Comme précédemment annoncé dans les titres, encore un Sénégalais tué à l'étranger. La victime s'appelle Souleymane Diallo. Ce dernier a été tué par balle alors qu'il était en détention à la police du 4e arrondissement de Trècheville, un quartier populaire d'Abidjan. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué, le ministère dit avoir instruit l'ambassadeur et le consul général de tout mettre en œuvre pour que l'auteur de cet acte ignoble soit arrêté et sévèrement puni, cela conformément aux lois ivoiriennes, souligne le communiqué. Un match de Navétane vire au vinaigre à Thiès et pour cause l'entraîneur de l'équipe du quartier Randoulène a été grièvement blessé. Cela fait suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre entre l'ASC Dialoré et l'ASC Somme. Les habitants de Randoulène pointent du doigt la police. Ils ont assiégé le service des urgences de l'hôpital de Thiès. Reportage Charente Diop. Hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, les habitants du quartier Randoulène ont pris d'assaut le service des urgences du centre hospitalier. C'est à la suite de la violence qui a entouré le match opposant l'ASC Somme à l'ASC Dialoré de Randoulène. Un des entraîneurs de l'équipe Randoulène, Malik Sall, a été sérieusement blessé et la population indexe les forces de l'ordre. Vraiment faire du mal à un entraîneur, le bastonner sauvagement, donc c'est anormal. Donc nous regrettons ce qui se passe, mais les gens doivent voir ce qui se passe dans ce pays-là. Nous allons jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas laisser cette chose continuer. La famille de la victime réclame justice et le père Ibrahim Sall, Randoulène Nord, déclare même avoir commis un huissier de justice dans ce sens. On est huissier, qu'est-ce qu'il va faire? Cette année, tous les stades de Thiès sont fermés pour cause de réhabilitation et les populations réclament l'arrêt des navétanes qui se jouent sur des terrains vagues pour éviter l'insécurité grandissante. Nous demandons aux gens qui organisent les navétanes d'arrêter les navétanes cette année. Donc c'est impossible à Thiès. Donc on ne peut pas organiser ces navétanes là. Il y a une insécurité totale. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Cela nous amène à parler du focus du jour après le meurtre à l'arme blanche d'un vendeur de café Touba devant le groupe Walfatri. Nous nous sommes intéressés à la circulation et au contrôle des armes blanches et nous nous sommes rendus à Serras où couteaux et machettes sont utilisés au quotidien pour certains qui y travaillent. Il y a une insécurité liée à ces objets qui ne sont pas contrôlés pour d'autres qui l'utilisent dans le cadre du travail. Il faut s'en méfier car les armes blanches peuvent être fatales. À Wakam. Serras, des moutons à perte de vue. Devant son troupeau, Sambawan tient les cornes d'un mouton et son client marchand. Dans leur métier, l'usage d'armes blanches est nécessaire selon ce vendeur de moutons, des objets qui ne doivent pas être utilisés contre les personnes. Les couteaux et les machettes, nous les utilisons pour abattre les bêtes. Ce n'est pas pour s'entretuer. La preuve, nous n'avons jamais poignardé quelqu'un avec. Dans toutes les boutiques, avant d'acheter un couteau, les boutiquiers demandent l'usage qu'on en fait. Omar Sow aussi est vendeur
éleveurs de bétail. Ils ne portent pas d'armes blanches pour des raisons de sécurité, dit-il. J'ai pas besoin d'armes blanches. Porter une arme blanche sur moi dans les transports publics, je ne le fais pas. C'est pas sûr en fait. La colère est l'ennemi de l'homme. Tu peux, sous le coup de la colère, faire des choses regrettables. La prolifération des armes blanches en laxisme de l'État d'après Aladisson, il souhaite le retour de la peine capitale pour les meurtriers. Des fois, dans le transport en commun, les gens ont des couteaux ou des machettes. Si on te tue, tu perds. C'est l'État qui doit prendre des mesures pour assurer la sécurité. La peine de mort doit être rétablie pour les tueurs. Facilement accessibles et difficilement contrôlables, les armes blanches sont une menace réelle pour la population selon certains Sénégalais. Beaucoup de personnes sont déjà mortes, tuées à l'arme blanche. Malgré ces pertes en vies humaines, ces objets continuent de circuler. À Ouakam, le port d'armes blanches, c'est une tradition dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo, un phénomène qui a toujours favorisé des agressions de tout genre, mais depuis la mise en place d'un poste de gendarmerie, on note une amélioration. Ali Bandelnian. Les cas les plus sérieux de coups et blessures volontaires qui atterrissent dans les tribunaux de Matam proviennent pour la plupart de la zone sylvo-pastorale du Ferlo. Dans cette zone habitée par des éleveurs, le port d'armes blanches est plus qu'une règle. Mieux, même les plus petits bergers vivent avec leurs couteaux. Un phénomène qui expliquerait les nombreux cas d'homicides enregistrés chaque année dans cette zone du Ferlo. En faveur de la régionalisation survenue en 2002, le déploiement d'une unité de la gendarmerie semble aujourd'hui avoir imposé un déclic. Aliou Dembouroussow est le président du conseil départemental de Ranérou-Ferlo. Vous savez bien que ça c'est une traditionnelle d'un berger, pas un peu, mais un berger qui est avec son troupeau, tout le temps il porte des armes blanches. Mais aussi, il faut noter qu'il y a une amélioration vraiment remarquable que le gouvernement fait surtout au côté de sécurité. Mais ça ne suffit pas. Vous savez bien, le département de Ranérou, le département très vaste, il y a beaucoup aussi de masses hebdomadaires. Il faut qu'on améliore la condition de sécurité dans le territoire du département. Donc, sur les commandements, on augmente les personnels, on augmente aussi les moyens logistiques. Autant d'agressivité qui se justifie également par l'accès trop facile de ces armes blanches que l'on retrouve banalement exposées dans les marchés hebdomadaires. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Une réglementation du port des armes blanches, c'est ce que propose le Malao pour éviter ce genre de trame. L'Assemblée nationale doit voter une loi dans ce sens de l'avis du coordonnateur du mouvement contre les armes légères, Aziguinchor, Chertidiane Sissé, joint par Youssouf Boyan. Lorsqu'on parle d'armes légères, les gens pensent effectivement aux fusils, Kalachnikov, etc. Mais il faudrait que les gens puissent réfléchir sur les armes blanches, parce que les armes blanches font partie également de la liste des armes légères. Il faudrait non seulement sensibiliser, mais il faudrait que l'État ait le courage également de reposer sur la problématique du port d'armes. Un couteau, un coupe-coupe, une machette, tout ça, ça devait être régularisé. C'est vrai qu'ici au Sénégal, il y a un problème, c'est lié un peu à la culture. Mais il faudrait réglementer la détention de ces armes-là à des endroits pour qu'on puisse effectivement vraiment éviter ces fléaux que nous vivons aujourd'hui. Pour rien du tout, on ôte la vie de quelqu'un parce que tout simplement on manque d'arguments et on utilise ces armes-là. Je crois que l'État doit faire face à ça. L'approche gendarmerie, vous voyez qu'un peu partout on vend des coupes-coupes, on vend des couteaux comme on le veut. C'est l'Assemblée nationale qui doit effectivement réfléchir sur la problématique de détention d'armes légères ou armes blanches au Sénégal. Tant qu'on ne le fait pas, ça veut dire que c'est des armes qui peuvent circuler comme les gens le veulent et ils vont les utiliser très mal. 7h passées de 9 minutes, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. En plus bref, Souleymane Jules Diop est le nouveau secrétaire d'État chargé du suivi du programme d'urgence de développement communautaire PUDC auprès du Premier ministre. Le poste de secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur qui l'occupait jusque-là a été supprimé de l'architecture gouvernementale. Pour rappel, il y a eu à plusieurs reprises des malentendus entre le ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye et son désormais ex-secrétaire d'État Souleymane Jules Diop. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les leaders du Front patriotique vont marcher ce mercredi. Une façon pour eux de défier le préfet de Dakar. Il a interdit leur marche. Ces leaders du FPDR soutiennent que celle-ci est garantie par la loi fondamentale. Ils se sont réunis hier mardi après-midi. Ousmane Gueye. Je vais le déjeuner.
Un arrêté préfectoral réduit en morceaux devant une foule de militants. D'après Oumar Sarr et ses camarades, les arguments avancés par l'autorité n'ont aucun fondement. Le risque d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens sur un axe routier stratégique. Combien de fois nous avons marché utilisant cet axe qu'il dit stratégique. Plusieurs fois, la marche a été effectuée en utilisant le même axe. Ce n'est pas exact ce qu'il a écrit, monsieur le préfet. L'infiltration de la manifestation par des individus mal intentionnés. C'est le préfet nous dit là qu'eux, ils avaient envisagé de mettre parmi nous des gens qui sont mal intentionnés. Qu'il plaise ou non aux autorités, le Front patriotique va tenir bel et bien sa marche ce mercredi. Inch'Allah, à partir de 2h, nous commençons. S'il plaît à Dieu, nous allons rallier la place de l'Obélisque dès 14h. Le régime ne peut pas nous mettre tous en prison. Il ne peut pas non plus emprisonner tous les Sénégalais. Ce n'est pas possible. La marche est un droit consacré par la Constitution. Nous allons manifester. Si les autorités ne sont pas d'accord, elles n'ont qu'à nous envoyer en prison. La manifestation doit partir de la place de l'Obélisque pour se terminer devant la poste de la Médina. À Fatick, l'association des parents d'élèves s'indigne des mauvais résultats du CFE dans la région. Selon son président, le système zéro redoublement à l'élémentaire est l'une des causes de cet échec massif. Bouno Diouf au micro d'Aminata Boudiabi. Je ne m'attendais pas à ces résultats-là. Et nous sommes à la traîne depuis 2012. Depuis 2012, les résultats c'est entre 22%, 23%, 24%, 25%. Aujourd'hui, on est à 26%. Si nous avons 26% de réussite, cela veut dire que nous avons 75% à la touche. De toute façon, je peux ne pas avoir la même idée que les autres, mais pour le parent d'élève, pour moi, c'est dû à plusieurs facteurs. Il y a le passage automatique en classe supérieure que je détruis. Les élèves du CP passent automatiquement au CP. Les élèves du C1 passent au CE2. Les élèves du CE2 passent au CM1 et les élèves du CM1 au CM2 et les élèves du CM2 en 6e. Sans pour autant avoir le niveau. Il faut tout faire pour qu'il y ait moins de 10% de redoublant. Je dis ce n'est pas possible. À chacun son rythme. Les élèves qui n'ont pas la moyenne qu'il faut, il faudrait quand même les retenir en classe pour qu'ils puissent reprendre. Il y a également le manque d'enseignants dans certaines IF. Une école de 6 classes, on envoie 3 enseignants. Comment voulez-vous qu'il y ait des résultats? 7h12, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour, cher Titandian. Bonjour, Smaïla Kamara, bonjour à tous. Nous parlons du Britannique Sébastien Coe, qui a été élu président de l'I2AF cette nuit. Il a obtenu 115 voix contre 92 pour l'Ukrainien et ancien perchiste Sergei Bouka. Sébastien Coe succède à notre compatriote Lamine Diack. Il deviendra le 6e président de l'I2AF après les mondiaux d'athlétisme prévus du 22 au 30 août prochain. Et puis nous parlons de l'Afro-Basket dont le démarrage est prévu donc aujourd'hui. La Tunisie va affronter l'Ouganda, match d'ouverture prévu à 19h, mais avant, il y a d'autres affiches à 13h30. Égypte contre Gabon, 16h Mali contre Cameroun, et puis 16h30 le Nigeria va affronter la République centrafricaine. Pour ce qui concerne l'équipe de basketball du Sénégal, elle s'est entraînée hier mardi donc sur le parquet du complexe sportif de Radès. Gorgui Sidien et Khandal Meida n'ont pas pris part à la séance, mais rien d'inquiétant selon le coach des Lions, Chersar, qui se dit même confiant et très motivé. Il est au micro de nos envoyés spéciaux. Nous l'entendrons certainement, Chersar, d'ici donc quelques minutes, mais retenez pour l'essentiel que les Lions jouent leur premier match ce jeudi 20 août contre le Maroc à partir de 20h. Nous parlons toujours basketball, mais cette fois-ci le basketball local. Saint-Louis Basket Club Université Gaston Berger. C'est la finale des playoffs du championnat dames, match à jeu donc ce mercredi au Stadium Marseillais. Saint-Louis Basket Club part avec la faveur des pronostics, mais son adversaire, l'Université Gaston Berger, a aussi des arguments à faire valoir selon le technicien Ousmane Diallo. Ousmane Diallo, c'est le directeur technique de Sibac et aussi coach national d'une sélection donc des petites catégories. Ousmane Diallo, des propos recueillis par Boubacar Kamadja. Une très belle finale parce que deux équipes de Saint-Louis, c'est très rare et une première à peu près depuis des années. Donc une équipe Saint-Louis très mature, habituée aux grandes finales, qui joue les grands rôles depuis très longtemps, avec des joueurs d'expérience, beaucoup de vécu comme Dyson, et en face une équipe universitaire qui travaille depuis 5 ans ensemble. Éliminer le Duc, c'était pas évident.
parce que Duc fait partie de meilleures équipes. Donc je pense qu'on aura du jeu, parce que c'est deux équipes engagées, il y a des égalités, il y a le collectif. Donc je pense ensuite qu'au niveau du UGB, il n'y a pas de pression, parce que c'est leur première finale depuis leur créative. Donc je pense que ça va être une belle finale. Oui, l'équipe favorite reste Saint-Louis Basket, parce que vous savez que Saint-Louis joue le grand rôle depuis 10 ans. FLBC, UGB, deux équipes saint-louisiennes donc en finale du championnat national de basketball en dames. C'est cet après-midi à 17h au Stadium Omar Sy Ndiaye. La succession du Dakar University Club est ouverte et nous revenons sur l'équipe nationale de basketball masculin du Sénégal qui se prépare à jouer donc demain contre le Maroc pour son match d'ouverture de l'Afro-Basket 2015 devant se tenir en Tunisie. Je le disais tantôt donc, les Lions se sont bien entraînés hier, mais sans deux de leurs armes fatales que sont Gorgui Sy Dieng et Khan Dalmeida. Mais bien inquiétant, selon le coach des Lions du Sénégal, Chersar, des propos recueillis par un de nos envoyés spéciaux à Tunis, Chertidiane Diaw. On va bien, hein. Les joueurs ont envie, quoi. Après, les conditions d'organisation ne sont pas les meilleures, mais bon, comme tout le monde, tous les joueurs sont dans les mêmes conditions, on ne se soucie pas de ça, quoi. Voilà, mais on est venu d'Espagne. On est avec grande envie et une motivation au beau plus, donc on verra. Oui, on a fait une bonne séance, hein, c'est 50 minutes, hein. C'est très court, mais tout le monde nous sommes tous dans les mêmes conditions que les autres. Donc on s'adapte par rapport à ça, c'est les règles de la compétition, quoi. Je crois qu'il n'y a aucun souci, la séance s'est bien passée seulement. On ne s'est pas entré avec Gorgui, des petits soucis de comment on appelle, médicaux, mais ça va aller demain, Inch'Allah. Et puis Navetan, les phases nationales se poursuivent aujourd'hui avec la troisième journée, mais nous aurons certainement le temps de revenir sur la programmation du jour. Mais retenez qu'hier, la deuxième victoire de R100 de Thiès, qui se qualifie du coup donc pour les quarts de finale et qui sont battus l'entente fatigue sur le score de 2-1. L'autre match qui a opposé Mellar à Ifragel a finalement tourné en faveur de l'équipe d'Ifragel, plutôt de Mellar 2-0. Mais il faut noter cette coupure de courant à la 75e minute de jeu. Si le score sur le terrain est finalement confirmé, retenez que l'équipe championne en titre, Ifragel de Kaolack, sera donc éliminée de la compétition pour avoir donc concédé 2 défaites de rang à Guinguinéo. Tchassan de Dakar s'est aussi qualifié en dominant Foyer de Tambacounda en 8-0. Et puis Campement de Kaolack qui bat plutôt la Renaissance de Ziguinchor sur la marque de 2-1. Donc c'est loin d'être c'est loin d'avoir donc surclassé l'équipe de Ziguinchor, donc 2-1 pour Campement de Kaolack. Et puis bientôt une faculté des sports au SNES de Thiès en collaboration avec l'université de Thiès. L'annonce a été faite par le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ibrahim Ndop, présent lors de qui présidait plutôt la sortie de la 3e promotion des professeurs d'éducation physique et sportive. Lors de nos précédentes éditions, vous avez eu à entendre la correspondance de Cheikh Anta Diop pour notre correspondant basé dans la capitale du Rail. C'était repassé de 17 minutes. Ismaël, c'est bien fini cette page des sports. Merci, Chertidiane Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. À Sédhiou, le taux de chômage des jeunes est en hausse vertigineuse depuis quelques années. L'absence d'unité industrielle capable d'absorber le besoin en emploi des jeunes explique en partie cette situation. En conséquence, les jeunes conduisent des motos Jakarta ou prennent le chemin de l'émigration clandestine pour subvenir à leurs besoins. C'est le dossier économie de ce mercredi. Il est signé Lamine Bar. Sédhiou est classé dans le club des régions les plus pauvres du Sénégal. L'économie de la région est en berne et parmi les facteurs expliquant ce phénomène, il y a en grande partie le sous-emploi des jeunes. Une situation tributaire de l'inexistence d'unités industrielles capables d'absorber le besoin en emploi de ces jeunes. Boubacar Biaye, membre actif au sein des instances de jeunesse de Sédhiou. Le problème de l'emploi se pose avec acuité, plus particulièrement dans la région de Sédhiou. Vous savez qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas d'unités industrielles. Les quelques unités qui résistent encore à ces difficultés se débattent pour garder la tête hors de l'eau. Mais la plupart d'entre elles sont menacées de faillite du fait de plusieurs facteurs combinés, explique Ousseynou Diagne, secrétaire général de la Chambre de commerce de Sédhiou. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises ici à Sédhiou. Les moyens sont limités. Les petites entreprises qui sont là, c'est certainement la fromagerie, les 2 unités de trituration du sésame de Medina Elad et de
Faoun, l'usine de traitement de fabrication de nourriture pour enfants, qui éprouvent effectivement des difficultés pour pouvoir vraiment faire fonctionner l'usine. Et si ça continue comme ça, toutes les entreprises au niveau de la région vont fermer. Avec un nombre croissant d'unités industrielles ayant fait faillite, l'offre d'emploi diminue considérablement et c'est les jeunes qui en pâtissent. Ils finiront par mettre la clé sous le paillasson. La conséquence, c'est que il y a une diminution de l'emploi au niveau régional, il y a le secteur de l'emploi, et même les femmes, parce que ces jeunes-là emploient et les jeunes et les femmes. Donc si ils ont des difficultés à démarrer, ça veut dire que la liste des chômeurs va s'augmenter. Au niveau des structures en charge de la formation et de l'encadrement des jeunes, l'on évoque un nombre de plus en plus important de jeunes chômeurs portant détenteurs de diplômes. Les CRCC encadrer des jeunes dans une structure qui a fait faillite. Nous-mêmes, nous avons eu à former des femmes dans la transformation des fruits et légumes, mais finalement, la main-d'œuvre est là sans être exploitée. Le cas d'Abdoulaye Kolis, jeune de 20 ans, en est une parfaite illustration. J'ai mon diplôme, mais bon, pour avoir d'emploi, c'est très difficile ici à Sédhiou. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ici à Sédhiou, il n'y a pas d'usine pour employer des jeunes pour qu'ils travaillent. Ils ont des diplômes, mais ici, nous n'avons pas de place, quoi, là où on peut être pour travailler. Et quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a, dit le dicton. Ce jeune chômeur qui a décidé de conduire une moto Jakarta pour subvenir aux besoins vitaux de sa famille l'a bien compris. Je conduis cette moto parce qu'en réalité je n'ai rien à faire. Ça me permet d'avoir 2000 francs ou 3000 francs par jour. Et je ramène cet argent à la maison pour les besoins de la dépense quotidienne. Mais il se veut clair, il exerce ce boulot par défaut. Quand on me propose mon emploi, je suis preneur parce que j'exerce ce métier par défaut. Et parmi ces jeunes, il y en a qui refusent de se contenter des miettes auxquelles a fait allusion Malan Sadio. C'est pourquoi ils préfèrent explorer l'unique carte en main qui leur reste, le chemin de l'immigration clandestine. Tout compte fait, l'actuel régime semble proposer aux jeunes de la région le programme des domaines agricoles communautaires comme alternative à l'oisiveté. Mais faudrait-il encore que ces jeunes s'en approprient davantage si l'on veut atteindre les résultats escomptés et lutter contre le chômage. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futurs Médias.